Je suis avec un coordonnateur du FRAPRU, M. François Saillant, dans les bureaux du FRAPRU. Bonjour, M. Saillant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, pour les gens qui seraient moins familiers avec l'organisme, pouvez-vous nous décrire un peu c'est quoi la mission du FRAPRU, qui est le Front d'action populaire du réaménagement urbain? Bien, le FRAPRU, c'est un regroupement national. Donc, on est un regroupement de d'autres groupes, des comités logement, des associations de locataires, des comités citoyens, citoyennes, des fédérations de locataires de HLM ou d'office, d'organismes sans but lucratif en habitation. Là. Donc, on est une fédération. On est formé d'à peu près 150 groupes à travers le Québec, dont une trentaine qui sont plus au cœur de nos actions, de nos décisions aussi. Là. Et vous chapeautez ça? Vous enclenchez des... les gens se réfèrent à vous? C'est-à-dire que le FRAPRU, ce qu'on est, c'est un organisme de pression politique. Notre but, c'est d'augmenter le rapport de force des différents groupes pour faire en sorte de gagner, que ce soit des investissements dans le logement social ou des modifications à des lois. Là, notre rôle, c'est vraiment un rôle de représentation et de pression politique. D'ailleurs, au niveau du logement social en ce moment, quel est l'état actuel des choses? Là? Dernièrement, on a eu une mauvaise nouvelle du côté des logements sociaux. Oui, bien, d'abord, si on regarde juste du point de vue du manque de logements sociaux, parce qu'il y a des ménages qui sont toujours mal logés, des personnes ou même des familles maintenant qui sont sans abri. Il existe au Québec à peu près 135 000, 140 000 logements sociaux, ce qui est très, très, très peu par rapport aux besoins. Là, il faut se souvenir qu'il y a au Québec, à l'échelle du Québec, 448 000 ménages, là, selon les chiffres de 2011, qui paient plus que 30 de leur revenu pour se loger. Et ça, c'est la norme, 30 pour considérer que tu as des problèmes de logement et que tu as droit à un logement social. Donc, 448 000 versus 135 000, c'est évident qu'il en manque à quelque part. Et, bon an, mal an, ce qui se construit, c'est 2 000, 2 500, 3 000 logements sociaux. Là, le dernier budget du Parti québécois nous parle de 3 250. On verra ce qui en arrive. Mais c'est très, très, très peu par rapport aux besoins. Et à ce rythme-là, c'est clair qu'on ne répondra pas à ces besoins-là de manière... même à long terme, on n'arrive pas à répondre totalement. Puis là, si on ajoute à ça les ménages qui habitent dans des mauvais logements, les ménages qui habitent dans des logements qui sont trop petits, les personnes qui sont itinérantes, bien, c'est évident que tu es très, 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 très loin du compte. Fait que ça, de ce côté-là, nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de logements sociaux qui se développent. Mais le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que non seulement il faut se battre pour faire en sorte d'en avoir plus, mais on doit se battre pour garder ce qu'on a déjà. Parce que sur les logements dont je parlais, à peu près 140 000 à l'échelle du Québec, tu en as 127 000 dont les subventions qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral vont être retirées dans les prochaines années. Ça a commencé. Sur 5 ans, je crois. En fait, ça va s'étirer plus que ça va jusqu'en 2030. Ah, okay. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont tomber dans les prochaines années. Et effectivement, d'ici 2020, il y en a un grand nombre. Dès 2014, dès 2015, il y a beaucoup de logements sociaux qui vont perdre ces subventions-là. Et là, dans ces logements-là, il y en a qui sont subventionnés directement par le gouvernement fédéral. On parle de coopératives d'habitation, de OSBL d'habitation. Et l'aide qui est versée à ces organismes-là sert essentiellement à rabaisser le loyer des locataires à plus faible revenu pour faire en sorte qu'ils payent un loyer qui correspond à leur capacité de payer. Or, quand les subventions vont se terminer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'aide pour ces ménages-là et ça veut dire que ces gens-là vont se retrouver avec des augmentations de loyer de 200, 300 $ par mois, avec les conséquences, évidemment, qu'on devine. Les gens vont recommencer à payer des pourcentages astronomiques de leurs revenus pour se loger. Il y en a qui vont faire le choix de s'en aller. Et pour s'en aller où? Parce qu'on sait que le marché autour ne sera pas plus drôle. Et là, ça risque de mettre ces gens-là dans des situations extrêmement difficiles. Mais au-delà même de ces ménages-là, ce qui est déjà grave, c'est toute l'accessibilité financière des logements sociaux qu'on s'est donné par le passé qui est remise en question. Fait que ça, c'est une partie du parc de logement. On parle environ du tiers du parc qui reçoit des subventions fédérales. Les deux autres tiers,
c'est le gouvernement du Québec qui reçoit des subventions fédérales pour les logements sociaux. Notamment, là, on parle de tout le parc de HLM du Québec, d'imposition à loyer médic, des suppléments loyers, certaines coopératives aussi, certains OSBL, qui sont à 100 pour des ménages à faible revenu. Là. Dans ce cas-là, c'est là tout vers des ménages à faible revenu. Et est-ce qu'eux aussi sont menacés dans leur subvention provinciale? Ce qui va arriver, c'est que le gouvernement du Québec va se retrouver avec un manque à gagner, qui va être à terme assez important comme manque à gagner. Et là, il va devoir se poser. On parle d'un manque de 230 millions par année, manque à gagner. Évidemment, si on voit le budget qui est sorti tout récemment, c'est pas prévu. Non, du tout, il y a rien de prévu là-dedans. Et là, ils vont se retrouver devant le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le gouvernement du Québec accepte de payer tout seul la facture ou il essaie de partager sa facture avec les locataires qui habitent là? Et malheureusement, je pense que ce qui risque d'arriver, c'est plus le deuxième scénario. Dans ce cas-là, ça pourrait ne pas vouloir dire des loyers qui doublent ou qui triplent, comme dans le cas des autres logements, mais ça pourrait vouloir dire quand même des hausses de loyers assez importantes. Et là aussi, perte d'accessibilité financière de ces logements-là pour tous les gens qui en ont besoin présentement, tous les gens qui vont en avoir besoin à l'avenir. Et ces logements-là ne seront plus jamais aussi accessibles que par le passé. Donc, on imagine le drame là, pour... Et on parle de combien de logements et combien de à l'échelle, si on parle le total de ça, tu parles de 127 000 logements. Le nombre de personnes est plus dur à évaluer parce qu'il y a des logements personnes seules, logements famille, mais on peut penser, ça risque d'être à peu près 200 000 personnes au total qui soient touchées par ce type de mesure-là. Donc, ces personnes-là qui pourraient potentiellement se retrouver sans abri. Pas nécessairement tout le monde, mais il y en a qui là-dedans qui pourraient se retrouver sans abri, et assurément des gens qui vont se retrouver dans le même genre de drame dans lequel beaucoup de gens sont à l'heure actuelle. Ce mois-ci, je paye-tu le loyer? Je paye de la bouffe. C'est ça. J'ai eu une intervenante sur une autre émission qui disait exactement la même chose. C'est la bouffe qu'on va couper en premier parce que c'est la seule chose. C'est la dépense compressible. Exact. Tu peux pas arrêter de payer ton électricité parce que tu vas te faire couper. Tu peux pas arrêter de payer ton loyer parce que tu vas te faire expulser. Mais tu peux sauter un repas. Mais tu peux sauter un repas. Tu peux aller à la soupe populaire pour manger des repas. Mais soupe populaire, c'est pas tous les repas que tu peux avoir là. Et ça veut dire par bout que tu coupes des repas, effectivement. J'ai lu dernièrement qu'il y avait une mesure aux États-Unis, je crois que c'est en Ohio, qui ont décidé de donner des maisons à des sans-abri parce qu'ils se retrouvaient à calculer que ça coûtait moins cher de s'occuper, de fournir une maison à un sans-abri plutôt que de l'entretenir avec tout ce que ça peut impliquer. L'itinérance peut amener à des c'est sûr que nous autres, ce qu'on dit du point de vue du logement social, on peut trouver que le logement social, ça coûte cher. Mais ça coûte pas mal plus cher de ne pas avoir de logements sociaux. Et effectivement, dans le problème des sans-abri est flagrant à cet égard-là. Quand tu regardes les problèmes de santé de ces gens-là, les problèmes de santé physique, santé mentale aussi, toute la judiciarisation de ces personnes-là, au total, ça coûte pas mal plus cher que de leur offrir, faire en sorte qu'il y ait un logement avec un support communautaire pour les aider à... Et ça, c'est peut-être le point qui est moins compris au sein de la population. Là. Quand on parle de logements sociaux, tout ça, les gens ont l'impression que c'est une dépense, alors que comme on dit, c'est un investissement. D'ailleurs, la Société d'habitation du Québec, qui est c'est ceux qui font des logements pour le gouvernement du Québec, ils ont fait faire 2 études, 2 évaluations sur les retombées sociales et économiques du logement social. Et d'abord, économiquement, c'est rentable parce que quand tu construis un logement, tu utilises de la main-d'œuvre, tu utilises des matériaux, d'ici. Donc, c'est ça, en partant, c'est une activité rentable. À chaque fois que le gouvernement met $1, il y a à peu près 2,50 $ au total qui est investi dans l'économie. Donc, économiquement, c'est rentable. Et socialement, évidemment, ça a des retombées dans des domaines, par exemple, comme la santé, toute la question de la délinquance, dans plusieurs domaines où ça coûte cher une fois que tu interviens en réaction plutôt que d'intervenir en amont. Quelles actions, vous, concrètement, pouvez-vous poser en tant que regroupement? C'est quoi les gestes que vous incitez vos membres à poser ou la manifestation? Oui, c'est-à-dire que le FRAPRU lui-même, c'est plus, comme je disais, c'est plus un bras politique, si on peut dire. Nous autres, ce qu'on organise, c'est des pressions politiques. Travail de représentation en général. Là, on a une palette d'actions qui est très large. Ça va des rencontres avec des ministres, avec évidemment les hauts fonctionnaires de la Société d'habitation du Québec. On aimerait dire de la Société canadienne d'hypothèque et logement
temps. Eux autres, de toute évidence, ils ne veulent pas nous voir. C'est ancien, en tout cas. C'est ça. Donc, c'est ce travail-là, qui est un travail de lobby, préparation de mémoire, mais ça va jusqu'à l'organisation d'actions. Bon, évidemment, les manifestations, on organise plusieurs, je dirais plusieurs dizaines par année, à des actions même plus directes que ça, des blocages, des occupations de bureaux, des occupations d'édifices à logement vacants ou de terrains vacants. Mais puis nous autres, donc, c'est plus ce travail-là, mais sur le terrain, nos groupes, évidemment, s'associent à ces actions-là, mais sont aussi impliqués dans des projets concrets de logement social. C'est des promoteurs de projets de logement social et c'est eux qui, avec l'aide évidemment de groupes de ressources techniques, qui sont plus des experts là, d'aller chercher du financement, de préparer des projets. Mais les groupes porteurs des projets, c'est souvent des comités de logement qui font ça, des associations de locataires qui regroupent des gens autour de projets il y a plusieurs centaines, même milliers de logements qui ont été réalisés grâce à l'apport de groupes. Je pense particulièrement au comité qui s'appelle maintenant le comité de logement de la Rive-Sud, qui s'appelait au départ le comité de logement social de Châteauguay. Il s'est étendu, mais il a réalisé plusieurs centaines de logements sur le territoire, alors que Châteauguay était très, très, très en retard. Ce retard-là a été en grande partie comblé. Maintenant, il faudra que le reste de la Rive-Sud aussi puisse en bénéficier. Là, il va y avoir une auberge du cœur à Valleyfield. Oui, ça a pris du temps, mais on a réussi à... C'est ça. Il y a des projets qui se réalisent. Évidemment, c'est encore très, 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 très loin des besoins. Et la Rive-Sud est sous-représentée du point de vue... plus faible proportion de logements sociaux que le reste du Québec. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler. Est-ce que c'est un problème est-ce que le problème est différent à traiter quand on est... Est-ce que vous traitez ça différemment, le problème à Montréal versus le problème en région, ou c'est pas mal les mêmes problématiques? Les problèmes sont différents. On a fait, il y a 2 ans, une tournée avec des commissaires indépendants. On a appelé ça la Commission populaire itinérante. On s'est promené dans les 17 régions administratives du Québec, incluant le Grand Nord québécois. Okay. Et on est allé au Nunavik, pour ce qui est du Grand Nord, et on est allé aussi dans une réserve autochtone à Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue, et on a fait les régions en général. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les problèmes étaient extrêmement diversifiés. C'est pas les mêmes problèmes d'un endroit à l'autre, mais il y a des problèmes partout. Et c'est ça que ça a de commun. Et partout, le logement social peut être une réponse à ces problèmes-là. Évidemment, différent là, selon les contextes. Quand tu es dans une région où il manque épouvantablement, la rareté de logement est très grande, je pense à l'Abitibi ou à la Côte-Nord, où tu as un taux de logement inoccupé qui est d'à peu près de 0 % alors que le taux normal devrait être de 3 %. C'est évident que ça prend la construction. Tu as des endroits où le taux de logement inoccupé est remonté vers 5-6 %. Dans ce cas-là, ça prend moins de construction neuve, mais tu peux faire de la rénovation dans des logements existants et les transformer en coopératives et en logements sans but lucratif. Il y a une variété de choses que ça permet, le logement social. C'est pas un modèle unique. Là. Bien, merci beaucoup, M. Saillant, d'avoir dressé un portrait très intéressant, mais quand même un peu noir là, de l'itinérance. Mais... J'aimerais que ça soit plus rose. Exact. Et vous faites un merveilleux travail en ce sens-là. Merci beaucoup. On est de retour pour cette deuxième partie d'émission de Mag Hebdo sur le logement social et on est avec Claude Théoret de Pacte de rue. Salut Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Premièrement, Claude, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Pacte de rue, en quoi ça consiste? Oui, Pacte de rue, c'est un organisme qui fait principalement du travail de rue. Puis du travail de rue, c'est une profession, dans le fond, d'aller vers la rupture sociale, vers les gens qui sont un peu en détresse dans notre société. Un peu comme des médecins généralistes, d'évaluer, dans le fond, les besoins des gens, puis essayer de voir comment nous, on peut trouver la solution ou le remède par rapport à leur situation qu'ils vivent. Donc, c'est des aiguillés dans la communauté, c'est d'aller vers ces gens-là, des accompagner à travers leurs besoins, puis éventuellement trouver la ressource, d'être toujours un lien significatif avec les gens pour pas qu'ils se sentent isolés avec leurs problèmes. Et vous, ça se fait par l'action sur le terrain? Sur le terrain, oui. Par l'action aussi, des actions locales, vous avez vos bureaux à Valleyfield? Oui. Nos bureaux sont à Valleyfield. On dessert tous 2 territoires de MRC dans la région de Bourgneuf-Salaberry du Haut-Saint-Laurent. On est aux périphéries ici. Dans le fond, c'est d'aller dans des espaces publics, d'aller dans des milieux de vie, d'aller dans des endroits où les gens sont, puis apprendre à connaître c'est quoi notre profession, pour éventuellement dire « Ah, OK, peut-être tu pourrais m'être utile pour telle
situation qu'un copain vit ou un ami vit, fait que c'est beaucoup de bouche à oreille. On est comme le bon samaritain de la société, dans le fond. On essaie de mettre en lien des gens avec des services, puis par rapport à ce qu'ils vivent, pour éviter que leur situation s'empire tout le temps. Et plus personnellement, toi, Claude, comment t'en es arrivé à travailler dans le milieu du travail de rue. travail Écoute, je suis tombé dedans, vraiment. Écoute, la potion magique, vraiment, pour moi, c'est... J'étais intervenant social de profession, c'est sûr, j'ai fait des études là-dedans, mais je trouvais que la proximité qu'on avait par rapport aux services qu'on offrait, des fois, on était comme un peu pris dans des canevas de travail, dans un bureau, 9 à 5. Des fois, les gens, ils venaient pour un service qu'on offrait, mettons, je travaillais en employabilité ou en maison de jeunes ou ailleurs. J'étais limité dans ce que je pouvais aller au niveau de la globalité de la personne. C'est comme je viens chercher un service, mais j'ai d'autres besoins. Bon, mais c'est pas ici, tu peux les chercher. Fait que moi, ça m'insatisfaisait un petit peu. Je me dis de prendre la personne dans la globalité qu'elle est. Souvent, elle n'a pas rien qu'un problème. C'est associé à d'autres affaires. Donc, d'aller vers cette personne-là, dans des espaces qui la rendent confortable, dans un rythme qu'elle veut aussi, et non pas d'avoir un objectif de dire « OK, tu as un problème, je vais te le régler. On est où aujourd'hui? On va apprendre à se connaître. À partir de ce que tu me dis, comment tu veux que moi je t'accompagne là-dedans? » Donc, l'approche travail de rue me ressemblait beaucoup comme individu. Beaucoup plus social, beaucoup plus humaniste, beaucoup plus pragmatique. Parce qu'il n'y a pas deux situations qui sont pareilles, j'imagine. Il n'y a personne qui peut se régler au même. Il n'y a pas de Voilà. méthode que tu peux donner. Voici la feuille. C'est ça. C'est comme des paires de chaussures. Quand on magasine, il n'y a pas personne qui a les mêmes pieds. Tandis que dans les services, souvent, bien, tu passes dans le canal, puis il faut que tu fasses dans ce canal-là. En travail de rue, bien, on part de toi. C'est très différent au niveau de l'approche. Au niveau de l'approche, donc. Et le portrait du logement social, aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le logement social. À quoi ça ressemble en région? Parce qu'on en entend beaucoup parler, on a beaucoup le reflet de ce qui se passe à Montréal, dans les grandes villes, beaucoup, dans les grands centres. On n'a pas l'impression que c'est un problème qui est existant en région. Par contre, ce l'est beaucoup plus qu'on pense. Le portrait ressemble à quoi ici dans la région? Bien, c'est assez quand même important comme portrait. C'est assez aussi urgent comme crise aussi de plus en plus parce que le parc locatif devient de plus en plus inaccessible parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir en région pour la proximité des services, pour aussi dans les grandes villes, le grand centre urbain comme Montréal, de plus en plus, ces gens-là, à un moment donné, ils ne trouvent plus leur place au niveau des espaces locatifs. C'est trop cher, trop demandant. S'ils ont une situation précaire, bien, les propriétaires se permettent de faire des sélections. Donc, les gens sont poussés vers nos régions, puis même les gens dans nos régions, de plus en plus, les parcs locatifs deviennent un peu plus complexes. Les gens ont moins d'accès, ils ont moins des bons revenus, la situation économique n'est pas toujours rose. Donc, puis les réseaux pour s'entraider, dire « Ah, bien, viens habiter chez moi le temps que tu te replaces », c'est de moins en moins présent aussi. Les gens sont plus individualistes, sont plus pressés dans le temps. Donc, les gens se retrouvent isolés souvent. Fait que le parc, les logements sociaux deviennent une réalité de plus en plus importante parce que les loyers ne sont pas abordables et les loyers disponibles aux gens qui sont abordables, ils sont un peu crado, qu'on va dire, pas nécessairement salubres. Les propriétaires, ils se permettent certaines choses que les gens ne connaissent pas leurs droits et comme qu'ils sont mal pris à la gorge des fois dans des situations, se ramassent à part des logements qui ne sont pas appropriés à eux, à leur petite famille ou à leur situation. Et qui ne sont pas dans une situation à améliorer leur état s'ils ont des problèmes, comme tu dis, c'est relié souvent à d'autres problèmes, de la santé mentale beaucoup. Évidemment, j'imagine que si on est dans un environnement quotidien, dans un appartement qui n'est pas salubre, c'est pas des conditions gagnantes. C'est vraiment pas des conditions gagnantes. Puis quand tu mets tout ton revenu par rapport à ton loyer, tu n'as plus accès à d'autres services ou à d'autres affaires pour niveau de tes besoins. Tu peux pas te déplacer comme tu veux. Tu peux peut-être même pas avoir une voiture. Tu peux même pas mettre de l'essence dedans. Fait que, tu sais, je pense que des fois, juste répondre à ce besoin-là, au niveau besoin primaire, d'avoir un toit à toi, adapté à ta réalité sociale. Donc, les logements sociaux deviennent une cause très importante à défendre. Il y en a quelques-uns qui sont en place pour, mettons, une femme monoparentale. Il y en a pour des personnes âgées. Il y en a de plus en plus qui se développent, mais c'est des processus très longs. Ça prend une mobilisation d'une communauté, ça prend une étude de besoins. Souvent, nous, comme travailleurs de rue, on est porteurs de cette action-là pour dire hey, il y a un besoin là. On rencontre beaucoup d'hommes seuls qui n'ont pas accès à des logements, puis ils ne sont pas priorisés pour le logement social parce qu'ils vont prioriser des familles, des clientèles plus vulnérables, qui est normal. Mais de plus en plus, on regarde à essayer de voir un ensemble de la population au niveau du logement social, comme au niveau des jeunes aussi. Il y a des jeunes qui peuvent avoir besoin d'un logement abordable parce qu'ils n'ont pas accès à des revenus quand ils sont jeunes. Leur famille n'est plus capable de les supporter. Fait qu'il y a beaucoup d'actions à porter à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est une réalité qui est de plus en plus prenante dans toutes les petites villes et villages de la région. Valleyfield, Bois-en-Noir. Plus près des grands centres? Oui, plus près des grands centres urbains, mais en région des grands centres urbains, de plus en plus, les gens viennent parce que les loyers sont moins chers, mais encore là, les propriétaires, ça fait longtemps qu'ils ont réalisé cette affaire-là puis qu'ils upgradent leur loyer pour éviter qu'il y ait trop de problématiques de population dans leur loyer. Je ne veux pas trop des personnes qui n'ont pas de revenus ou des personnes qui ont tel problème, donc je sélectionne.
Socialement, c'est Comme là, on s'attend, questionnable. par mais c'est exemple, ça. à Beauharnois, avec le développement de l'autoroute 30, ça commence déjà à se parler Oui. que les logements risquent d'augmenter beaucoup. Et on sait qu'à Beauharnois, il y a un peu beaucoup de une poche de pauvreté. Exactement. C'est ça. On peut prévoir peut-être que ces gens-là seront à risque dans les prochaines années. Pour un peu pallier à ça, il y a quelques mesures au gouvernement, entre autres les fameuses auberges du cœur dont on Oui, entend parler depuis oui, plusieurs années. oui. Il y a un projet, on le sait, à Valleyfield depuis, ça a pris quoi, une dizaine d'années environ Oui, au avant moins, que au moins, ouais. ça puisse aboutir. Et là, finalement, on a l'endroit Ouais. et ça va pouvoir ouvrir, tu me disais, au C'est ça. printemps. C'est une forme de logement social parce que, et comme je disais tantôt, les jeunes ont encore plus une clientèle plus vulnérable parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à des revenus quand tu es mineur. Tu sais, puis quand ta famille ne subvient plus à tes besoins, mais tu te tournes vers quoi? Donc, c'est la rue. Là, la rue, on peut s'imaginer toutes sortes de scénarios assez catastrophiques pour un mineur. C'est rare que ça vire bien. C'est ça. À moins que tu aies des bonnes familles alentour ou un bon réseau. Puis c'est pas toujours facile, ça non plus. Donc, oui, le projet d'Auberge du Cœur, c'est un concept qui existe. On n'est pas encore une Auberge du Cœur à Valleyfield parce qu'il faut que tu sois accrédité Auberge du Cœur. Donc, c'est un hébergement jeunesse qui se développe par rapport à justement les besoins que les travailleurs ont dénoncés dans la communauté pour mobiliser des acteurs alentour de ce besoin-là. C'est pas nous qui vont le gérer, c'est la communauté qui a décidé de prendre ce projet-là et d'en faire une entité légale et acheter une maison pour que nos jeunes dans la rue ne soient plus dans la rue, justement. Puis éviter qu'ils soient en placement de centre jeunesse parce que leurs familles ne sont pas appropriées. C'est pas toujours le jeune qui est le problème. Des fois, c'est son réseau personnel, malheureusement. Puis de donner la chance de s'épanouir. Fait que là, déjà là, c'est concret, après 10 ans, comme tu as nommé, de travail, de concertation, de consultation, de débat, d'études et de tout. Il faut passer par, malheureusement, ce chemin-là, des fois, pour arriver au résultat. Mais là, le résultat il est concret. Au mois de mai, cet hébergement-là va ouvrir pour accueillir 8 jeunes minimalement. Et éventuellement, créer des points de service en périphérie aussi. Fait qu'on parle d'à peu près 14 lits éventuellement de jeunes qu'on pourrait aider et récupérer pour éviter que la société les prenne dans les problèmes et les maintienne là. Et on parle de jeunes de quel âge à quel âge? De 12 à 17 ans. C'est assez innovateur, ça aussi. Je pense que c'est important aussi qu'on regarde cette réalité-là. Il y a des gens qui disent, ben voyons donc, ça se peut pas qu'un jeune... Oui, c'est un effet social. Puis comme je dis, moi, par ma profession, je suis témoin et acteur de ces réalités-là. Donc, oui, j'ai témoigne que je peux voir des jeunes mineurs à ce niveau-là, 12-13 ans dans la rue des fois. Les raisons, les contextes sont tous différents. Tout est débattable, mais en même temps, souvent, le jeune est pris en otage dans la situation et n'est pas nécessairement un jeune à problème. Et nous, on se connaissait un peu depuis quelques années, puisque je travaille avec toi dans l'organisation de la Nuit des sans-abri. Quand la question que je me fais poser le plus souvent depuis que je suis dans cette organisation-là, c'est est-ce qu'il y a des sans-abri à Valleyfield? Est-ce qu'il y a des sans-abri en région? Moi-même, la première fois, quand on m'a approché pour ça, je faisais oui, mais je suis d'accord avec la cause, j'aime ça, je veux m'impliquer. Mais j'en ai jamais vu, moi, des sans-abri à Valleyfield. Et ça a pris la première nuit pour me rendre compte qu'il y en a. Comment on explique qu'on n'est pas au courant de ces problèmes-là? Bien, c'est parce qu'on a comme un peu aussi, il y a des mythes aussi alentour du fait que des sans-abri, on voit ça juste dans les grands centres urbains, parce que le paysage visuel est là pour le voir. Tu sais, même qu'à la limite, les Montréalais, ça fait partie du décor. Exact. Ils ne les voient plus. Aux bouches de métro, partout. Mais si tu parles à des intervenants de ma profession qui travaillent dans les grands centres urbains, quand ils côtoient ces gens-là, ils viennent de nos régions. Ils viennent souvent de nos régions. C'est rare, c'est des Montréalais. Donc, c'est des gens que, par absence de service ou par problématique trop élevée ou trop lourde, ils vont aller vers les grands centres urbains. Et c'est pas les aider nécessairement. Parce que oui, il y a des services dans les grands centres urbains, mais autant aussi, il y a des poches de criminalité, il y a des poches de difficultés. Donc, c'est comme mettre en ghetto tous les gens vulnérables. Donc, dans les régions, oui, il y a des situations partout où il y a du monde, du village et de la souffrance. Donc, oui, il y a des gens... Peut-être le visage itinérant, c'est différent en région, je pourrais te dire. C'est plus caché, c'est plus discret. Les gens sont plus vulnérables. Parce que c'est plus honteux, peut-être? C'est plus honteux, puis en même temps, bien, tu sais, on n'a pas tendance à avoir l'œil aiguisé là-dessus aussi comme citoyen. Si on se promène à Valleyfield, on se promène à Bournon, on dit, ben voyons, ça se peut pas. Mais comment ça fait que dans un loyer, il peut y avoir 12 personnes qui habitent au même loyer, puis c'est un à un, non. Donc, c'est tous des gens qui peuvent être vulnérables à l'itinérance qu'on va rejoindre en région, qui sont à risque beaucoup par leurs problématiques personnelles, santé mentale, comme tu nommais tantôt, économie, je dois des dettes partout, tu sais. Fait qu'ils se mettent à risque et ils n'ont pas nécessairement de loyer stable.
Eh bien, oui. comme tu dis, la première fois, justement, quand j'ai participé à la nuit, les personnes qui restaient à la fin de la nuit, quand tu m'avais dit, je me souviens, tu m'avais dit, les sans-abri, tu vas voir, c'est à la fin de la soirée, à 3h30, 4h du matin, C'est quand eux qui les sont gens, là. les citoyens retournent chez eux, Ouais. il y en a qui restent là parce qu'ils n'en ont pas de chez eux. Puis C'est ça. en voyant ces gens-là, je me suis dit, oui, étant jeune, c'est des gens que j'avais vus à Valleyfield, c'est des gens que j'avais vus dans la ville. Pour nous, ça fait partie, comme tu dis, du paysage, décor, c'est presque des personnages dans la ville, Ouais. mais on ne s'arrête pas pour penser que c'est des gens qui ont probablement des problèmes, qui Oui. ont probablement peut-être pas C'est ça. d'endroit où habiter ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de vulnérabilité vers de la population comme ça. Quand tu es rendu que tu n'as plus rien à toi, tu n'as plus de papier, tu n'as plus d'endroit où habiter, tu es à risque de te faire exploiter par bien des gens qui peuvent profiter de cette situation-là. Si tu as un chèque, si tu as des médicaments, si tu peux troquer ça, de tomber dans la consommation, de tomber dans la criminalité, de tomber dans la prostitution, de développer, déjà, si tu n'as pas une bonne santé mentale, un problème de santé mentale encore plus grave. Je pense qu'humainement, il n'y a pas personne qui peut dire moi, vivre de la rue, je peux être à l'aise. C'est pas vrai socialement qu'on peut laisser une personne isolée dans son problème puis de ne plus le regarder, de l'ignorer. Ça peut juste empirer comment il va se sentir et se sentir moins que rien. Moi, j'ai déjà une personne qui vivait l'itinérance qui me dit moi, je suis rien pour personne de toute façon. De penser comme ça, c'est assez triste. Fait qu'il faut faire un changement, puis la nuit sans-abri, c'est un peu son principe de sensibiliser la population, à dire il y en a l'itinérance partout, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs visages, c'est pas toujours le mendiant sur la rue, c'est la personne qui est à risque, qui peut être itinérant, puis oui, une personne dans la région va se cacher dans son itinérance, elle va squatter, elle va coucher dans des endroits où est-ce qu'elle ne sera pas interpellée par la police. Il n'y a pas des carrés de rue où ce que tu sais qu'il y a des itinérants là, comme à Montréal, mais ils sont plus éparpillés, plus discrets, où ils se font profiter puis ils vont coucher dans la même chambre que 2, 3 autres personnes. Ils se trouvent des façons de survivre à travers ça. Tu parlais du phénomène policier, c'est quand même il y a un problème, je pense, au niveau de l'éducation, peut-être, ou de la culture, du moins, au niveau des services de police. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs sans-abri qui me racontaient, j'ai reçu 15 contraventions en 15 jours du même policier, quelqu'un que j'ai croisé à Montréal cette année qui me racontait ça. Comment on fait pour changer cette culture-là? Comment on fait pour sensibiliser, du moins, les gens qui sont supposés protéger et défendre? Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas leur métier premier, le social. Mais en même temps, je pense que de plus en plus, je te dirais qu'à l'Institut Nicolas, il y a de la sensibilisation à tout ce qui est le facteur psychologique de la société, des problèmes sociaux. Parce que le policier, il est souvent comme nous, justement, les premiers répondants sociaux dans la rue, c'est nous. Mais les policiers sont souvent dans les mêmes espaces que nous avec un mandat de sécurité publique. C'est normal que le policier ne tolère pas une personne qui flâne ou qui couche dans un endroit public ou privé. Mais en même temps, dans son approche, il peut être plus humain et moins répressif et moins judiciarisé aussi des personnes, que c'est par leur contexte social qu'ils sont là, qui ne sont pas nécessairement criminels. Mais ils n'ont pas toujours l'approche, ils n'ont pas toujours les mécaniques, ils n'ont pas toujours la référence de dire « Ah, ben je vais appeler un intervenant social pour voir s'il peut venir t'aider ». Je pense que les jeunes policiers ont tendance à commencer à regarder cet aspect-là et essayer de voir, mais tout est dans l'individu, dans sa capacité à dealer avec ça. Quand tu n'as pas appris à dealer avec des gens qui ont des problèmes, toi, c'est de la criminalité que tu cherches à contrer. Il risque d'avoir des gaffes qu'on peut voir dans des médias des fois, de la façon de traiter un itinérant. Mais je te dirais que de plus en plus, on tente à mettre des programmes en place pour les aider. Mais les policiers sont surchargés. Eux autres, c'est tout de suite maintenant, j'ai des urgences à régler. Mais je te dirais que la coopération commence à être présente de plus en plus avec les policiers. En terminant, Claude, est-ce qu'il y a d'autres gros projets qui s'en viennent pour Pacte de rue? À la suite de l'ouverture de l'Auberge du Cœur, il y a évidemment la Nuit des sans-abri qui va venir cet automne. Oui. L'organisation va commencer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Sinon, qu'est-ce qui vous attend dans les... Bien, c'est toujours de pousser sur des besoins, en tout cas sociaux. Comme là, on est fiers d'avoir la réalisation de l'auberge de l'antichambre 12-17, c'est comme ça s'appelle, l'hébergement jeunesse. Puis oui, la nuit, c'est quelque chose qu'on continue. C'est plus un événement de sensibilisation qu'on porte toujours pour continuer à sensibiliser la population et la communauté. Mais nous, on a des projets, ça dépend des besoins des gens qu'on rencontre. Tu sais, je me dis, d'année en année, il n'y a jamais une année qui est semblable. Cette année, on est beaucoup ancré sur des projets pour répondre à des besoins au niveau de la clientèle qui a des problèmes de santé mentale dans la rue, qui consomme des drogues. Donc, d'interpeller les psychiatres, d'interpeller les services de psychiatrie pour qu'ils ouvrent des canaux pour aider ce type de population-là qui est un peu plus marginalisée qu'une personne qui a des psychiatries qui suit sa prescription et qui fait ses suivis.
On est beaucoup là-dessus en ce moment. Ça pourrait être autant au niveau de d'autres choses aussi. Il y a des années qu'on a mis de l'énergie sur toutes les travailleuses du sexe, les gens qui vivent de tout ça, qui n'ont pas accès à des médecins par honte de dénoncer ce qu'ils font, de dire ce qu'ils font ou de se faire dénoncer. Fait que ça apporte beaucoup des besoins populationnels, nos interventions puis nos mobilisations. Fait que cette année, je te dirais que c'est des défis à chaque fois qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on est prêt toujours à essayer de les relever. Bien, merci beaucoup, Claude Théoret de Pacte de rue, pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Et c'est ce qui conclut notre émission de Mag Hebdo pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une autre belle émission.